Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes député de la Somme, la France Insoumise. Vous êtes une figure médiatique qui est très présente, enfant terrible de l'hémicycle, patron du journal Fakir, l'auteur du film Merci Patron, un de ceux qui ont organisé Nuit debout. Je plante un peu le décor parce que c'est important par rapport à votre relation à ce mouvement Gilets jaunes. Vous avez dit et vous avez écrit que vous êtes allé samedi dernier pour renifler et comprendre la mobilisation biscornue, pleine de contradictions. Et du coup, vous revenez en pensant quoi? Que c'est du poujadisme, que c'est une jacquerie, que c'est les prémices d'une révolution? Bon, en tout cas, c'est une jacquerie. Ça, j'avais pas besoin d'y aller pour le voir. Non, moi, donc j'ai passé une super journée. D'abord, samedi, c'était une belle journée d'un blocage à l'autre. Il y en avait 7 sur ma circonscription et je l'ai traversé en moto Harley Davidson, tranquillement sur les routes où il n'y avait pas de voiture. Donc c'était l'idéal. Et au milieu des gens, j'avais l'impression d'être un cahier de doléances ambulant, avec les gens qui venaient. Alors la première fois, c'était devant le parking de Carrefour à Amiens-Nord. Le matin, avec un peu d'inquiétude, je vais voir les gens en me demandant bon alors vous êtes là pourquoi? Bah on vient de Flessel. Oui mais vous êtes là pourquoi? Ah, nous c'est pas que le gasoil, c'est ras-le-bol général. Et c'est l'expression que je vais entendre pendant toute la journée avec des gens qui viennent me parler de la suppression des contrats aidés, qui viennent me parler de la CSG, énormément de la CSG, qui viennent me parler de la baisse des appels, de leurs difficultés à aider leurs enfants à poursuivre leurs études, voire les arrêts des études des enfants parce qu'on n'a pas les moyens d'aider avec l'allocation handicapée, c'est un peu tous azimuts. Mais du coup, François Ruffin, vous dites concrètement, ce mouvement, je le soutiens, je le comprends, et précisément, j'appelle ceux qui, de ma circonscription, ceux qui me suivent, à retourner samedi 24 juin, manifester ou en tout cas bloquer. En tout cas, je pense que ce qui sous-tend le mouvement, c'est un sentiment d'injustice. C'est qu'on a affaire à une politique qui est pas juste. Macron étant l'incarnation de l'injustice. Une injustice, d'abord, l'injustice fiscale, évidemment, quand on prend aux pauvres pour donner aux riches, quand on prend sur l'APL, quand on prend sur les CSG, quand on prend sur tout ça, et que dans le même temps, on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, ça vous l'entendez tout le temps, partout. C'est fait avec une évidence de la justice et c'est fait avec une arrogance de l'injustice quand dans le même temps on vient vous dire que les chômeurs n'ont qu'à traverser la rue. Les gens reviennent en ne cessant de citer ces répliques, les meilleures répliques de Macron, quoi. Donc, mais quand même, attendez, je repositionne où vous êtes. Vous êtes dans l'hémicycle, vous vous positionnez à l'extrême gauche, à la gauche, sur la gauche, si vous voulez. Je refuse ce terme, ce qualificatif d'extrême gauche. Vous savez, moi je suis de gauche. Je suis de gauche tout court. De gauche, c'est pas un problème. C'est pas là-dessus que j'irai. Je veux dire, justement, vous êtes de gauche et chacun décidera où. Mais vous considérez que ce mouvement, il est de gauche parce que... Non. Je considère qu'il y a des ferments de gauche dans ce mouvement. Même il y avait un copain qui est passé sur les barrages qui m'a dit ils sont de gauche sans le savoir des fois. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? C'est que on a mis un couvercle sur cette France-là. Ça fait 30 ans que ça fermente en dessous et ça fait 30 ans qu'on ne veut pas attendre, qu'on ne veut pas voir cette France invisible. Cette France invisible, elle décide de se rendre visible et elle décide de se rendre visible pas avec n'importe quoi. Et sans vous. Sans vous, parce que quelque part, c'est votre rêve à vous tous de cette gauche-là, d'organiser un type de mouvement comme ça, mais il est venu sans vous tous. Non, mais moi, je suis pas du tout, j'ai pas de rêve d'organisation. Les événements, ils surgissent. Mais je reviens sur ce symbole. Pour moi, on a là, pendant 30 ans, les élites, la France d'en haut, Paris, n'a pas voulu entendre cette France invisible. C'est en disant ce sont des fachos, c'est des poujadistes, là maintenant c'est des anti-écolos, c'est la France du non. On veut pas l'entendre, on met un couvercle dessus. Ça fermente en dessous. Ça fermente avec des choses qui sont bonnes et des choses qui le sont moins. Ça fermente avec de tout, avec des choses qui sont extrêmement contrastées, avec, je pense, le nœud de tout ça, c'est un profond sentiment d'injustice. C'est comment ça se fait que nous on est en bas et qu'on galère, et que ceux qui sont en haut, eux, ils se gavent. Est-ce que vous redites à ce moment-là, samedi prochain, d'une certaine façon, il faut que ce mouvement se poursuive? Mais oui, il faut qu'il se poursuive. Il faut qu'il s'étende si possible. Il faut qu'il y ait d'autres secteurs du peuple qui le rejoignent. Il faut que, je souhaite ça. Je souhaite que, face à cette injustice évidente, criante, menée par Emmanuel Macron depuis maintenant 18 mois, où on prend aux pauvres pour donner aux riches. Je souhaite que ça dépasse très largement là le cadre du gasoil, ce que j'ai entendu. Je souhaite que ça soit le lit où viennent se trouver les colères de ce qui fermentent dans ce pays. Et vous appelez les autres syndicats, les autres partis, tous à venir. Je le souhaite, oui. Mais quand vous allez plus loin, on va revenir sur les conditions de sécurité, mais quand même quand vous entendez dans ces manifestations des déclarations racistes,
des Dieudonné qui est allé, des quenelles qui sont faites, donc des expressions antisémites, des actes homophobes. Qu'est-ce que vous lui dites? Moi, d'abord, samedi, j'ai combattu. En tout cas, quand on venait me parler des immigrés, je venais dire attendez, on va pas. L'objectif, c'est pas de se bagarrer entre pauvres. Regardions quelle est la cause de notre malheur. Elle vient d'en haut. Donc voilà, au quotidien, je viens discuter avec les gens et essayer de leur dire votre malheur, il ne vient pas de là. Ça, c'est la première chose. Et je vous le redis, on est dans un mouvement qui est traversé par des contradictions. Il y a la confusion politique chez les gens. Il y a déjà de la confusion politique, y compris chez les dirigeants politiques eux-mêmes, mais il y a énormément de confusion politique aujourd'hui chez les gens. Oui. Faire comme si on n'était pas dans cet état de la société, c'est se tromper. On est dans un état de confusion. Bon, alors maintenant... donc vous pouvez y aller malgré cette confusion, ça vous gêne pas? Oui, non. Je pense qu'on doit se bagarrer pour le mouvement des Gilets jaunes ne doit pas être assimilé à un certain nombre de débordements homophobes, antisémites et tout ça, qui sont marginaux dans le processus, mais maintenant il n'y a pas de mouvement qui soit mené par la pureté quand ça émane on sait pas trop quoi, comment ça a pris sur Facebook, bizarrement, on sait pas si ça va décliner, si ça va se terminer après-demain, si ça va durer pendant 3 semaines. On pensait pas le soir même que le lendemain il y aurait encore des points de blocage, que ça durerait pendant quelques jours. Mais est-ce que maintenant que vous avez vu ce que c'est, vous l'appuyez, vous le revendiquez, ce mouvement? Oui, je n'ai pas à revendiquer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous le soutenez et vous appelez à le soutenir. Oui, j'appelle. Je pense qu'en tout cas, il y a plein de gens qui sont malheureux de la politique qui est menée dans ce pays, qui la trouvent profondément injuste. Et je dis, c'est le moment de rejoindre ça et d'y aller et de venir dire que simplement on veut de la justice. On veut de la justice. Vous savez, quand je vois tous les troubles, quand je vois le désordre, quand je vois les 2 morts que je regrette profondément, évidemment. 528 blessés, 95 blessés dans les forces de l'ordre. On n'a jamais vu des manifestations qui donnent lieu à autant d'insécurité et de victimes. Ça, quand même, c'est un problème. Oui, mais évidemment que c'est un problème. Mais moi, je me demande quelle est la cause des troubles. Quel est le fauteur de troubles? Pour moi, il est à l'Élysée. Il est à l'Élysée très clairement. Vous savez, en mai 68, il y avait cette affiche avec le général de Gaulle, dont on voyait comme ça et qui disait « La chienlit, c'est lui ». Eh bien, je suis désolé, aujourd'hui, la chienlit, c'est lui. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, depuis 18 mois, ne donne pas des petits coups de canif au contrat social. Il déchire le contrat social. Il déchire le contrat social avec de son injustice, son évidence de la justice, son arrogance de l'injustice. Comment vous savez, c'est au-delà du pouvoir d'achat. C'est un sentiment d'humiliation des gens, c'est un sentiment d'orgueil. Quand vous passez sur les barrages, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Macron d'émission partout. Je ne dis pas que je réclame ça ce soir, mais c'est la température. Justement, j'allais vous demander, quand vous vous trouvez tout près, sur la place de la Concorde, à quelques minutes de l'Élysée, et qu'on entend Macron démission, on a l'impression que c'est le 6 février 34, que c'est une forme de situation très peu démocratique, très peu républicaine. Bah non, mais en tout cas, écoutez, demandez à ce que le président de la République, qui aujourd'hui mène une politique contre son peuple, il mène une politique contre son peuple. Il faut entendre ça. Mais c'est la Révolution française, c'est le roi qui doit partir. Bah en tout cas, il a un côté Marie-Antoinette. Vous aurez de la brioche, quoi. Donc là, il mène une politique contre son peuple, que son peuple vienne le remettre à sa place et vienne lui dire « tu dois mener une politique pour nous » ou alors « va voir ailleurs, va faire président du CAC 40 ». Est-ce que ça vous inquiète pas quand vous entendez aussi que Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, qui ne sont pas a priori vos amis, soutiennent à fond ce mouvement et que parmi les animateurs de ce mouvement, il y a des gens qui appartiennent à leur parti. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de convergence entre deux familles politiques, de la droite extrême et de ce que vous revendiquez comme étant votre gauche? Non, il n'y a absolument pas de convergence. Et je vous l'ai dit, par exemple, sur la question des immigrés, il y a une très grande clarté là-dessus. Maintenant, ce mouvement est évidemment traversé par des contradictions. Et maintenant, j'ai pas envie. Je l'ai dit, ce mouvement n'est pas de gauche. Ce mouvement n'est pas de droite ni d'extrême droite non plus. Ce mouvement, il est fait de gens qui sont extrêmement divers et qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont extrêmement divers, sont pas positionnés politiquement. On vit une situation biscornue, bizarre. Bon, moi, je ne prétends pas mettre un gilet jaune et récupérer ce mouvement. Et je pense pas que Marine Le Pen puisse être... Jean-Luc Mélenchon était place de la Concorde. Oui, d'accord. Il a bien fait. Oui. Je veux dire qu'on aille... D'abord, il faut comprendre. On a là affaire à une France
dont on doit porter la voix. Moi, je dois être le porteur de ce qu'on m'a raconté samedi. Je dois le porter avec clarté. Et on doit aussi quoi? On doit, puisque le fauteur de troubles est à l'Élysée, nous devons dire comment rétablir l'ordre dans ce pays. Alors on va y venir justement. Juste un mot pour finir sur cette convergence. Est-ce qu'on ne peut pas assister à l'émergence du mouvement 5 étoiles de BP Grillo avec justement des gens de droite, de gauche, de mélange? C'est ça votre analyse et peut-être ce qui est en train de se passer? Non, moi, vous savez, le mouvement 5 étoiles? Je suis de gauche, et y compris dans ce mouvement, je suis de gauche. Donc, c'est-à-dire, oui, et je pense qu'il y a des ferments de gauche dans ce mouvement. C'est quoi? C'est de dire la justice sociale. C'est ce qu'on réclame. Et je me souviens aussi, quand même, si on regarde un certain nombre de mouvements, le boulangisme, 1883-1886, les chemises vertes, les poujadistes, ils sortent dans la rue au début et c'est une demande les chemises souvent. Vertes, je connais pas. Les chemises vertes, c'est entre les deux guerres, ça devient des fascistes, soyons clairs. Bon, mais c'est des mouvements de jacquerie comme ça, anti-fiscal, anti-impôts, et qui finissent par être des mouvements très extrémistes et d'extrême droite. Est-ce que ça vous inquiète pas de vous retrouver à terme dans une situation dans laquelle vous aurez soutenu un mouvement qui finira par se révéler celui-là? Écoutez, moi, ce qui m'inquiéterait surtout, c'est les gens éprouvent un sentiment d'injustice et d'injustice fiscale qui est légitime. Oui, mais enfin, les impôts. Non. Vous êtes contre les impôts? Non, je suis pas contre les impôts du tout. Je suis pas contre les impôts du tout. Maintenant, je dis que quand on vient récupérer de l'APL sur les locataires les plus modestes, quand on vient récupérer de la CSG sur des retraités eux aussi modestes, quand on vient récupérer des taxes sur le gasoil, là, sur des automobilistes modestes, et que dans le même temps, on supprime l'impôt de solidarité de la fortune pour ses amis du CAC 40, quand dans le même temps, on double le crédit impôt compétitivité emploi, ce qui coûte quand même 40 milliards d'euros au pays, pour les multinationales, quand dans le même temps, on met en place la flat tax qui permet là 10 milliards de cadeaux à nouveau aux plus riches de ce pays, des plus riches qui déjà ont vu leur fortune être multipliée par 7 en 20 ans. François Ruffin, on peut dire aussi on a une politique fiscale qui est profondément injuste et c'est ce que ressentent les gens. Les gens, ils disent pas « nous ne voulons plus payer d'impôts », ils disent qu'il faut que l'impôt soit juste. Mais il faut que l'impôt soit juste. On peut dire, et ce gouvernement dit, qu'il recrée des emplois industriels grâce à la suppression de l'ISF, grâce au CICE que vous avez cité, et qu'en fait, cette politique fiscale qui vous paraît injuste et qui peut être ressentie comme injuste, elle donne des résultats économiques parce que l'attractivité de la France augmente et qu'il y a des emplois créés. D'abord, elle ne donne pas de résultats économiques et elle est profondément injuste. Elle ne donne pas de résultats économiques. On le voit sur l'augmentation du chômage, on le voit sur la théorie du ruissellement. Même eux, ils n'arrivent pas à la revendiquer. Ils n'arrivent même pas à nous expliquer pourquoi ils ont supprimé l'impôt de solidarité. Il y a plus d'augmentation de CDI que de CDD. Je vais vous dire pourquoi Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il l'a expliqué à Jean-Pierre Pernaut. Il a dit, les gens autour de moi, ils me réclament tout ça. Mais moi, quand je vais à Flix-Secours, quand je vais à Ville, quand je vais à Amiens, quand je me balade sur les marchés, il n'y a jamais personne qui, autour de moi, a réclamé la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Simplement, il baigne dans ce milieu. Il baigne dans ce milieu qui est la haute bourgeoisie, il est lui-même un financier, il est lui-même un banquier qui est envoyé à l'Élysée pour servir les intérêts des financiers. Démocratiquement. Oui, vous n'allez pas remettre en cause cette donnée. Avec, comme le disait François Bayrou, les forces de la finance se sont mises en branle pour promouvoir leur candidat. C'est François Bayrou. Avant qu'il le soutienne. Il n'empêche qu'il a dit. Mais alors, maintenant, c'est quoi votre solution, vos solutions? Parce que quand même, vous dites, ça dépasse le gasoil, c'est l'injustice. Mais enfin, qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes écologiste, vous êtes pour la défense de l'écologie. C'est quand on entend un certain nombre de gens de ce mouvement, ils disent aussi laissez-nous rouler au diesel tranquille quand même, parce qu'on peut pas faire autrement. Mais certains aussi disent on le choisit. Moi, nous avons des mesures pour rétablir l'ordre. Rendons l'ISF d'abord. Que le président de la République rende l'impôt de solidarité sur la fortune d'abord. Au-delà des 4 milliards d'euros qui seront libérés, c'est une mesure de justice sociale et c'est une mesure qui est plus que symbolique. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut enlever cette taxe. Il faut enlever cette taxe pour rétablir l'ordre. C'est ne pas avoir l'orgueil de maintenir une taxe alors que le pays n'en veut pas massivement aujourd'hui. Et si on veut éliminer les véhicules au diesel, mais pourquoi on n'interdit pas la production et la vente de véhicules au diesel? Je ne comprends pas. Alors, je peux vous répondre? Dernier point et qui me paraît le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il faut un grand plan de rénovation thermique.
c'est quoi? On estime qu'il y a 7 millions de passoires thermiques dans le pays. C'est la principale cause d'émissions des gaz à effet de serre, 45%. Et là-dessus, on ne fait rien. Et je suis désolé, mais les 40 milliards du crédit impôt compétitivité emploi, à la place de servir à pas grand-chose, ils bifurqueraient vers ce grand plan de rénovation thermique, vous ne feriez que des gagnants. Vous feriez une écologie populaire. Pourquoi? Parce que les gens y verraient leurs factures baisser. On aiderait à refaire les logements, ils verraient leurs factures de gaz, d'électricité, de tout ce qui est chauffage, baisser considérablement. Ensuite, ça serait une mesure écologique, évidemment, puisqu'il n'y aurait plus ces émissions de gaz à effet de serre en moins. Vous avez là un levier d'action qui est formidable. Or, là-dessus, le gouvernement a décidé de réduire la voilure. François Ruffin, la suppression de l'ISF, c'est 3 milliards d'euros. Les recettes des taxes pétrolières, c'est plus de 30 milliards d'euros. Donc, c'est pas en rendant l'ISF que vous allez rendre aux Français non, les mais recettes. là c'est si on supprime toutes les taxes. Les 3 milliards, ce sont les 3 milliards en plus de la suppression de cette taxe. Mais si vous supprimez cette taxe, bah vous portez atteinte à la transition écologique, puisque du coup, vous rendez le diesel et l'essence très abordable, donc vous continuez avec la voiture. Ensuite, on coupe les voitures diesel du jour au lendemain. Interdiction. Bon, ça s'entend puisqu'on a décidé et on considère que c'est interdiction de production et de vente. De production et de vente. Donc, qu'est-ce que vous faites des emplois? Des usines diesel, aujourd'hui, il en reste encore en France. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que de faire une transition par l'industrie, on fait faire la transition par le consommateur qu'on pénalise. Donc voilà, il y a un choix et effectivement, en effet, il faut mettre aujourd'hui le paquet pour que l'industrie produise sa transition économique. Ça, c'est l'évidence. Il y a aussi des usines avec des gens qui travaillent et qui produisent des moteurs diesel en France aujourd'hui. On fera pour qu'il y ait un processus de transition technologique vers de la voiture à essence dans un premier temps et ensuite vers d'autres types de voitures. Mais surtout, vous savez, là, c'est un service terrible qui est rendu contre l'écologie. Parce que pendant 18 mois, Emmanuel Macron ne fait rien sur l'écologie. Ça n'est pas au cœur de son programme. On peut lister toutes les mesures. Moi, j'étais dans la transition de l'agriculture. Il n'y a rien là-dessus, la loi sur l'agriculture. Le nouveau pacte ferroviaire de ce printemps, il y a 85 fois le mot concurrence, il n'y a pas une seule fois le mot réchauffement, il n'y a pas une seule fois le mot climat, il n'y a pas une seule fois le mot biodiversité. Ça n'existe pas pendant 18 mois. Le seul moment où surgit l'écologie, c'est pour venir mettre une taxe sur les pauvres. Ça veut dire que vous tuez l'écologie. Si c'est comme ça que vous amenez l'écologie chez les gens, mais les gens, ils vont refuser ça. Et moi, je me bagarre pour que, au contraire, à Abbeville, à Flix-Secours, à Amiens, les gens se disent l'écologie, elle peut être bonne pour moi. François Ruffin, je conclus ce sujet parce qu'on voudrait parler de Carlos Ghosn avec vous. Vous dites samedi, malgré les inquiétudes, malgré les avertissements du gouvernement sur l'insécurité, les risques d'incidents et le fait que à Paris, il y a des périmètres entiers qui vont être interdits pour manifester parce qu'il faut décider. Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'interlocuteur. Vous dites quand même, il faut y aller. Oui. Oui. Moi, je souhaite avec les risques que ça représente. Bon, écoutez, les risques. J'espère que nous avons un ministère de l'Intérieur. J'espère qu'il va faire son travail du mieux possible. Comme quand nous avons effectué la fête à Macron, on nous a prévenu pendant des semaines que nous cherchions à installer le terrorisme sur le parcours. Oui, mais ils avaient des interlocuteurs. Oui, d'accord, mais n'empêche qu'on disait que les interlocuteurs, ils n'étaient pas fiables et puis tout ça. Nous avons travaillé donc simplement que le ministère de l'Intérieur travaille pour que cette manifestation se déroule dans le meilleur climat possible et c'est aussi de sa responsabilité. Mais moi, je le redis, la dernière fois qu'Emmanuel Macron, il est passé à la télévision, il n'a pas prononcé une seule fois le mot juste et le mot justice. Il va intervenir là dans quelques minutes. Si de nouveau, on n'entend pas le mot juste et le mot justice et si de nouveau, il n'y a pas des mesures de justice qui sont mises en place, le fauteur de trouble, il sera à nouveau là. Et s'il y a des choses qui se passent négatives dans ce pays, ce que je souhaite pas, moi je souhaite le rétablissement d'un ordre juste basé sur la justice sociale et fiscale et environnementale. Carlos Ghosn, il reste PDG de Renault en vertu de la présomption d'innocence. Qu'en pensez-vous? Je vais faire le lien avec Emmanuel Macron. Pour moi, on est dans la même chose. C'est quoi? C'est la démesure. C'est l'hubris grec, vous savez, où les héros antiques se prenaient pour des dieux et ils étaient ramenés sur terre par les dieux eux-mêmes qui les frappaient d'un malheur et du coup ils remettaient les pieds sur terre. Je veux dire, là, ce qu'il faut voir, c'est on ne parle pas seulement de Emmanuel Macron ou de Carlos Ghosn, on parle d'une classe.
On parle d'une classe qui s'envole, qui est partie dans des salaires mirobolants, 15 millions d'euros pour Carlos Ghosn, qui fait son possible pour ne pas payer ses impôts, qui vit dans une espèce de démesure. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet pour les salariés de Renault aujourd'hui et les usines Nissan en France? Je préférais qu'il y ait une direction stable et évidemment ça fait tanguer le navire, j'imagine. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais j'imagine que ça fait tanguer le navire. En même temps, quand je vois l'efficacité de la justice japonaise, je souhaiterais qu'on ait la même chose en France aussi. Bah oui, je souhaiterais qu'en France, les fraudeurs fiscaux et les fraudeurs fiscaux du plus haut niveau soient traités, qu'on aille voir si leur yacht est bien immatriculé en France, qu'on aille voir si ils cherchent pas à s'évader fiscalement, si jamais... Je répète ma question. Par exemple, cette situation de Carlos Ghosn personnelle, elle peut mettre en danger l'alliance Nissan-Renault. Et Nissan, il y a des usines en France et Renault gagne moins d'argent que Nissan, mais dans l'alliance majoritaire. Enfin, ça pose des problèmes pour l'industrie française. Ben oui, mais je veux dire, c'est au gouvernement qui est au conseil d'administration, c'est à l'équipe de dirigeants de Renault-Nissan d'assurer une stabilité, une continuité, et que tout ne repose pas sur un seul homme. Dernière question. Hier, La République En Marche a fait un communiqué. Ils ont dit « Nous avons découvert par voie de presse la décision du parquet d'ouvrir une enquête au sujet de dons adressés à La République En Marche non identifiés. Nous prenons acte, je cite, sereinement de cette décision. La République En Marche fournira évidemment toutes les informations aux enquêteurs afin de lever les éventuels soupçons. » Et ça, évidemment, on s'est dit « Tiens, pourquoi ils disent sereinement ?» Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris ces affaires aussi sereinement. En l'occurrence, vous l'avez compris comme moi, Jean-Luc Mélenchon. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images de Jean-Luc Mélenchon résistant, s'énervant contre les policiers, contre les magistrats, évidemment contre les journalistes, mais ça... Moi, je vais vous dire, mon sens démocratique a été heurté ce jour-là. Pourquoi? Et j'aurais réagi sans doute avec beaucoup plus de vivacité si jamais c'était les Républicains, par exemple, premier parti d'opposition de droite, qui avait eu à subir la même chose. On n'est jamais aussi bon quand on doit se défendre soi-même. Vous savez, c'est pour ça que les avocats sont faits, c'est parce qu'ils aident à défendre leurs clients. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on ne parle pas seulement d'une mise en examen ou d'une enquête, dans le cas de la France Insoumise, on parle de 15 perquisitions en même temps. Mais là je vous parle de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, qui rentre dans une colère qui fait qu'on pose des questions sur sa capacité à diriger le pays. Moi, je vous parle de ce qui me paraît être un problème démocratique. Oui, mais vous pouvez me répondre là-dessus. Je vous parle de ce qui me paraît être le problème et on ne doit pas mettre un masque devant le problème. Quand il y a 15 perquisitions en même temps dans le principal parti d'opposition de gauche, quand tous les ordinateurs sont aspirés de leur base de données, donc quand tous les fichiers d'adhérents se retrouvent entre les mains des magistrats et on ignore s'il y a une porosité à l'égard du pouvoir politique. Maintenant, ce sont des juges d'instruction. Maintenant, ce sont des juges d'instruction qui sont en charge. Maintenant, quand le contenu de tous les téléphones est aspiré du principal parti d'opposition de gauche, moi, je vous assure que ça me pose un problème démocratique. Et si jamais la même chose s'était produite chez les Républicains, je pense que j'aurais crié de manière plus vive. Oui. Vous me répondez pas sur Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre relation avec lui? Comment vous vous entendez? Elle est excellente. Il n'y a pas de langue de bois là. Non. Allez. Non, franchement. Allez. Soyons francs. Non. On s'est vu hier. On a vous savez, on dit que vous êtes un peu rivaux en fait. Oui. Moi, je suis pas. Faut pas me faire changer de catégorie, moi. Je suis un bon électron libre. Mais bon. Ah, un bon électron libre. Donc pas qui rentre dans le rang de la France Insoumise. Non, je suis un bon électron libre. Ça veut dire que j'ai mes initiatives, j'ai mes idées. Je peux être porteur de choses sur lesquelles la France Insoumise me suit, d'autres sur lesquelles elle me suit moins. Mais dans la durée, moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui a remis la gauche sur ses deux jambes, le social et l'écologie. Il l'a remis. Il reste crédible malgré ses emportements personnels ou peut-être un discours anti-républicain quand il est sans conteste le chef de la France Insoumise. Votre chef? Le chef de la France Insoumise. Moi, j'ai jamais eu de chef, donc c'est un peu compliqué, mais enfin, en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Merci beaucoup.
Merci François Ruffin d'être venu. Merci d'avoir été avec nous. Donc j'ai bien entendu, vous dites ce mouvement, il est légitime même s'il est biscornu, qu'il y a des confusions et il faut y aller samedi prochain. C'est votre conclusion. Tout de suite, on écoute Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il avait parlé aujourd'hui de ce qu'a dit le président.